Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de variance des coefficients dans la régression linéaire multiple. Donc d'abord, qu'est-ce que la variance des coefficients? Eh bien, lorsque vous avez une régression linéaire multiple, vous essayez d'estimer la relation entre plusieurs variables dans la population. Par exemple, je pourrais m'intéresser à la relation entre le salaire, l'âge et l'expérience des individus dans la population. Naturellement, lorsque vous estimez ces relations-là, vous avez rarement, voire même jamais, accès à toutes les données de la population. Vous avez donc plutôt des échantillons et vos échantillons vont vous permettre d'estimer une valeur pour les coefficients. Si vous avez des échantillons différents, vous allez obtenir des valeurs différentes pour vos coefficients. La variance, c'est donc une notion, c'est un chiffre, un calcul qui va vous permettre de déterminer à quel point est-ce que des échantillons différents génèrent des valeurs différentes pour bêta 0, bêta 1, bêta 2 dans notre cas. Ici, dans le chapitre 3 de Wooldridge, on vous donne une équation. On vous donne une équation qui est quand même complexe, donc je commence par vous la présenter au tableau et ensuite on l'interprétera ensemble. Donc, Wooldridge vous dit que la variance des coefficients dans la régression linéaire multiple se calcule sigma carré. Donc, sigma carré, on se rappelle de notre cours sur la régression linéaire simple, que sigma carré, c'est l'hypothèse d'homoscédasticité. C'est le terme d'erreur pour la variable non observée dans mon équation, divisé par SSTX, la somme des carrés expliqués là, de x, qui est essentiellement là, égal à l'expression mathématique xi moins x bar au carré, multiplié par 1 moins r carré, qui est le coefficient de détermination. C'est notre équation ici pour parler donc de la variance de bêta 1. L'équation est composée de 3 éléments. D'abord, le terme d'erreur, la variance du terme d'erreur sigma carré. Notez bien que vous ne pouvez pas connaître la variance du terme d'erreur sigma carré. Pourquoi? Bien parce que par nature, les variables non observées ne sont pas observées. Le mieux que vous pouvez faire, c'est donc de l'estimer, d'estimer la variance des variables non observées à partir de la variance des résidus que vous obtenez dans un échantillon. Donc, si j'ai un échantillon, je peux calculer, je peux estimer plutôt sigma carré à l'aide de l'expression mathématique, la somme des résidus au carré dans ma régression, divisé par n moins k moins 1. Ici, le terme n moins k moins 1, il s'agit d'un ajustement au degré de liberté qui découle du fait que lorsque nous estimons bêta 0, bêta 1 et bêta 2, nous imposons des restrictions sur le terme d'erreur. De la même façon qu'on le faisait dans la régression linéaire simple. Donc, on a notre estimation pour sigma carré. Lorsque sigma carré, donc interprétons rapidement les composantes. Lorsque sigma carré est élevé, lorsqu'il y a beaucoup de variance dans la population, dans le terme d'erreur, eh bien, naturellement, ça va être beaucoup plus difficile d'estimer bêta 1. Si dans la population, il y a beaucoup de variance, eh bien, des échantillons qu'on va générer de la population vont également avoir beaucoup de variance et donc vont être propices à générer des échantillons très divers, très variés pour bêta 1. Ça fait beaucoup de sens ce terme-là, sigma carré. C'est le même concept, c'est la même notion que dans la régression linéaire simple. On peut faire le même lien avec la régression, avec plutôt la variance des x, donc le terme SSTX. Donc le terme SSTX représente quoi? Il me dit essentiellement que lorsque j'ai peu de variance dans ma variable dx, je vais avoir beaucoup de variance dans bêta 1. Graphiquement, on peut illustrer ça. Donc, imaginez-vous 2 graphiques. Un graphique où on essaie de regarder l'impact de l'âge sur le salaire. Donc, vous avez le salaire d'un individu, vous avez son âge. Si dans mon échantillon, tout le monde que j'ai dans mon échantillon ont quelque part entre 14 ans
et 16 ans, est-ce que je vais être capable de bien estimer l'effet de l'âge sur le salaire? Peut-être pas. Intuitivement, on comprend que le fait d'avoir un échantillon où les X, donc la variable indépendante, varie entre 14 et 16, c'est pas génial. Mais si au lieu de varier entre 14 et 16, j'avais un échantillon avec une plus grande variance dans les X, donc plutôt que de varier là, entre 14 et 16, je variais entre 14 et 82 ans, par exemple, entre 14 et 82 ans, eh bien là, j'ai beaucoup plus confiance dans l'estimateur que je vais calculer pour bêta 1. Donc, quand la variance des X est petite, eh bien pour moi, ça peut venir générer plus de variance dans bêta 1. Inversement, quand la variance des X est élevée, eh bien là, ça vient rassurer notre estimation. Il y a moins de chances que j'obtienne des échantillons avec des valeurs très variées de mes estimateurs. La nouveauté ici dans le calcul de la variance pour la régression linéaire multiple, c'est le terme 1 moins R au carré. Et c'est vraiment un terme important, ça, pour le chapitre 3, parce que ça fait référence à la notion de collinéarité des variables. Donc, on en a déjà parlé beaucoup de la notion de collinéarité, particulièrement lorsqu'on s'intéressait aux variables omises. Donc, qu'est-ce que la collinéarité me dit ici? J'ai deux variables, l'âge et l'expérience, deux variables explicatives. Si je prenais ces deux variables explicatives-là et que je les mettais dans un graphique, je les mets ensemble dans un graphique, j'aurais l'âge, j'aurais l'expérience, et là, j'aurais un nuage de points à travers tout ça. Probablement que j'aurais une relation très forte entre les deux variables. Si je faisais cette régression linéaire-là, je trouverais une valeur pour bêta 0, je trouverais une valeur pour bêta 1, pour bêta 2, et je pourrais, dans cette régression linéaire-là, trouver un R carré. R carré, c'est le coefficient de détermination. On se rappelle que ça va varier entre 0 et 1. Ça se lit un petit peu comme un pourcentage. Donc 0, ça me dit quoi? Ça me dit que tu expliques 0% de la variance de ton échantillon. Et 1 me dit, ben, tu expliques 100% de la variance de ton échantillon. Donc, quand la collinéarité est forte, par exemple, la collinéarité égale 95%, grosse collinéarité ici. Pourquoi est-ce que ça vient nuire à la variance de bêta 1? Eh bien, d'abord, si on fait juste reprendre rapidement l'équation ici, l'expression mathématique, quand R carré est élevé, la variance de bêta 1 va être aussi très élevée. Et intuitivement, c'est pas très compliqué la raison. Bêta 1 ici me donne l'effet marginal de l'âge sur le salaire. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai une forte collinéarité entre l'expérience et l'âge? Eh bien, c'est que ça devient difficile de départager les deux effets. Comment est-ce que je fais pour savoir, par exemple, qu'une année de plus pour une personne va vraiment être attribuable à son âge, l'effet sur le salaire, plutôt que son expérience si les deux varient en même temps? Je vais même aller un petit peu plus loin. Imaginez-vous que je n'ai pas une relation forte, mais que j'ai plutôt une relation parfaite entre les deux points, entre les deux variables. Une relation parfaite entre bêta 1, en fait pas bêta 1, mais entre x1 et x2, c'est-à-dire que l'âge et l'expérience, les deux relations là, s'expliquent parfaitement ensemble. Mon R carré serait égal à 1. Qu'est-ce que ça impliquerait, ça, pour la variance de bêta 1? Eh bien, ça l'impliquerait que je ne serais pas capable. Je ne serais même pas capable de calculer la variance de bêta 1. Pourquoi? Tout simplement parce que je me ramasserais avec une division par 0. La somme du carré des x fois 1 moins 1. 1 moins 1 égale 0. Et donc, pas de calcul de variance pour bêta 1. En fait, ce serait même pire que ça. Je ne serais même pas capable, si j'avais ici un coefficient de détermination R carré de 1,
une collinéarité parfaite, je ne serais même pas capable d'estimer bêta 1. Je vais vous montrer pourquoi là, dans une prochaine capsule, quand on s'intéressera plus particulièrement à la notion de collinéarité. Mais intuitivement, donc, on comprend, et je veux terminer la capsule avec ça, on comprend que quand le R carré augmente, eh bien, la variance de bêta 1 va augmenter également. Et donc voilà, ce sont les trois éléments qui, dans le calcul de la régression linéaire multiple, peuvent influencer la variance de bêta 1. On pourrait terminer rapidement en ajoutant un dernier terme que je n'ai pas vraiment discuté, mais qui est quand même présent dans la variance ici, et c'est la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon apparaît où? Il apparaît dans l'estimation de sigma carré, c'est-à-dire plus que la taille de l'échantillon va être grand, et plus que mon estimation de sigma carré ici va être faible, la variance du terme d'erreur va être faible, et donc plus que la variance de bêta 1 va également être faible. Ce sont donc les quatre éléments qui peuvent affecter la variance pour bêta 1.